Good morning, good evening, la glande. 3e émission d'Agora. Et on a une petite nouvelle. C'est moi. On fait un tour de table et vous vous présentez. Tu te présentes. Ah oui, Alex, je suis membre de l'asso Agora. Morgane, je suis membre de l'asso Agora. Voilà. On va tous le faire. Le lobby. Coco, je suis membre de l'association Oui. Agora. Mof, détective privé. Et membre de l'asso Agora. On aura 2 chroniques aujourd'hui. Une, le traditionnel Where is my mind de Mof. Et on aura une chronique d'Alex aussi. C'est ça. Et on va commencer direct. Par la mienne ? Ouais, on commence par la tienne et on finira par Mof. Ok. Alors moi j'ai préparé quelque chose sur un sujet qui, je sais, va intéresser énormément de monde dès que je vais dire le thème. C'est le grand débat. Le grand débat, sauf que du coup je refais tout l'historique avant, mais sous forme d'histoire. Je vais essayer de rendre ça un petit peu plus joyeux. Ce que je vais dire n'engage que moi. Hein, c'est pas. Après, on aura un débat là-dessus, et même si parmi nos millions d'auditeurs, s'il y en a qui veulent commenter quand on postera la vidéo ou venir nous voir là-dessus, au contraire, c'est l'occasion d'en discuter. Mais c'est pas la position de l'asso. On cherche des haters sur YouTube, on en a pas encore. Et, ouais. Ça manque un peu. Ouais, mais là, on va en avoir, je pense. Chères Françaises, chers Français, mes chers compatriotes, ça y est, c'est bon, on l'a eu, on s'est battu, mais on l'a eu. La démocratie est là. Alors, je vous entends rigoler, hein, je vous entends, vous les rageux, les ronchons, les jamais contents, les haters, justement, hein. Vous allez me dire, oui, mais non, mais, la démocratie, c'est plus compliqué que ça, c'est un idéal, c'est pas un truc qui est mis en place, puis ça nécessite de définir le mot, et ça va, hein. Puis si on peut plus utiliser des mots n'importe comment et employer des raccourcis intellectuels en paix, que va devenir BFM TV? Et Pascal Pro, je vous le demande. Ça va être un peu compliqué pour eux. Et puis, comme a dit la célèbre fine psychologue / philosophe Taylor Swift, haters gonna hate. Voilà. Donc là, j'aurais pu en fait dropper le mic parce que je pense que j'ai déjà... T'es vraiment en roue libre là. Ouais. J'aurais pu, mais j'aime pas laisser mes compatriotes sur le bord de la route du bonheur quand il suffit de les prendre en stop. C'est-à-dire c'est beau, de leur c'est expliquer beau, mec. Et de faire preuve de pédagogie. Et donc, pour vous expliquer, je peux dire que la démocratie est là, je vais vous conter ça sous forme d'histoire. En l'an de grâce 2018, au très joli mois de novembre, qui est le meilleur mois de l'année, bien sûr, dans notre très beau territoire de France et de Navarre, se produit un phénomène étrange, le mouvement des Gilets jaunes. Ces créatures qui sont mi-ours, mi-homme et mi-reours derrière, qui sont complotistes, fascistes, antisémites, mal habillés, beaufs. Tout ça, c'est des sources officielles, hein, je ne l'invente pas. Je pense même qu'ils mangent des enfants. Et à mon avis, il y en a qui sont fans de Kenji Girac, mais ça devient un peu atroce. Donc, mais je pense. Ces créatures, donc, se regroupent sur les ronds-points parce qu'ils sont pas contents. Alors là, déjà, je pose une question. Est-ce que le fait de se faire entuber pendant quelques décennies dans à peu près tous les domaines de la société, est-ce que le fait d'être méprisé ouvertement à très nombreuses reprises, est-ce que ça justifie le fait d'oser demander des trucs? Surtout dans des ronds-points. Voilà, c'est ça. Et bien justement, est-ce que ça demandez justifie des trucs mais restez chez vous. Est-ce que ça justifie le fait de gâcher la vue de nos dizaines de milliers de sens giratoires à 300 000 boules l'unité? Parce qu'il y a beaucoup de bézos qui ont vu sur rond-point, voilà. Et c'est important. D'ailleurs, petit aparté, je trouve ça con que ça ait pas été l'occasion pour nous en tant que nation, en fait en tant que peuple collectif, de se rendre compte tous en même temps qu'on se gourre absolument tous quand on parle des ronds-points, qui sont en fait des sens giratoires. Vous savez c'est quoi la différence ou pas? Non, voilà. Les ronds-points, donc il y a un anneau central. Des ronds, point. Il y a pas de signalisation, il y a pas de marquage au sol, c'est une priorité à droite. Les sens giratoires, c'est ce qu'on appelle à tort des ronds-points. Vous avez l'anneau central et la signalisation, cédez le passage, donc vous cédez la priorité à la personne qui est insérée. Je vais pas passer la même journée. Par exemple, à Plouer, à Dépôt, tu vois, à la Madeleine, c'est des sens giratoires, c'est pas des ronds-points. C'est pas parce qu'il y a 2 voies ou des trucs comme ça, plutôt? Non, c'est juste la signalisation et à qui tu laisses la priorité. Donc c'était le useless fact du jour, hein. Mais c'est pas important, mais c'est Alex, con. parle-moi des ronds-points. C'est con qu'on n'ait pas eu cette discussion. Bah ouais, mais parce que je pense qu'on n'aura pas l'occasion de remettre cette thématique précise là sur la table en tant que nation, tu vois. Parce que c'est vraiment dommage. Ben ouais, parce que c'est con. Et pour ceux qui vont passer le code de la route, justement, attention. Vous pouvez faire chier au prof d'auto-école. C'est ça. Et non, c'est un sens giratoire. Non, c'est un sens giratoire. Et ceux qui habitent dans le coin, à Plélin,
à côté de Vaucoulou, vers la boulangerie, tu vois, il y a un rond-point. Et là, il y a pas de signalisation. Donc c'était pas très important, mais je leur dis, je trouve ça con, parce qu'à mon avis, on va pas en reparler de sitôt des ronds-points et des sens giratoires. À voir, hein, méfie-toi, hein, parce que ça pourrait m'intéresser, moi, dans les chroniques, les ronds-points, il y a du blé. Ça marche. Mais c'est pour ça que je disais avant, 300 000 boules minimum l'unité, parce qu'un rond-point, ça coûte très cher, ça peut aller de 200 000 à 1 million d'euros. Et en France, on est le pays qui en a le plus. 1 million d'euros pour un rond-point. Ouais, et ils mettent quoi? De l'ivoire? Non, en fait, c'est pour les... T'as qu'à regarder tu vas dans Google, tu tapes les 10 pires ronds-points en France, ou alors les ronds-points les plus chers en France, et t'as des sculptures d'art contemporain, mais les décos. Et vraiment ignoble, quoi. J'ai jamais regardé, Et des trucs qui coûtent j'ai pas la passion du rond-point. J'ai pas la passion. Comme Alex. Ouais, mais les collectivités l'ont. Mais ça m'intéresse, moi. Et en fait, ça coûte assez cher, et en plus, t'as l'entretien après, et puis à Dinan, on a des carrés points. Donc ça, c'est quand même pas mal aussi en intervention. Ah oui. C'est plus facile de faire des carrés que des ronds. Oui, je pense. Et du coup, au niveau de la caserne des pompiers et tout. Ou alors avec des dessins avec les plantes. Fameux. Mais le dessin, tu peux le voir que du ciel. Ça ne sert à rien. C'est ça. Il y a toujours des trisquelles. Ils aiment bien les trisquelles. Pour Google Maps. Donc, et tu vois, hein, c'est le sujet pas très important, mais ça déchaîne les passions. Mais, reprenons l'histoire. On en était au mouvement des Gilets jaunes. Donc, au bout de quelques semaines, quelques mois, Macron, il commence à entendre un léger chahut dans les rues, quoi. Et il commence à entendre un truc, ça a dû résonner contre une colonne en marbre ou un lustre en or, tu vois, je sais pas. Mais il entend quelque chose. Parce que tant que les gens restaient sur les ronds-points, dans la Cambrousse, ou alors République, Bastille, Nation, ça allait. Mais quand ils se sont mis à cramer des trucs dans le 8e arrondissement, il s'est dit, ça commence à puer un petit peu. Donc il entend ça. Et donc il se dit, faut que j'en parle à Christophe Castaner, qui est ministre de l'Intérieur. Donc je refais la scène, je pense que ça s'est passé à peu près comme ça, je suis quasiment sûr. Cri-cri, viens par là, mon petit pépère. Viens par là, Christophe. Christophe, c'est quoi ce bordel là? Qu'est-ce qui se passe? Ça bug dehors, ça nique tout le feng shui de mon bureau, je sais plus quelle niche fiscale je dois supprimer, je sais pas quoi faire. Christophe, il faut faire quelque chose, quoi. Christophe, il fait, putain, je sais pas, il y a des gens, ils sont dehors, là, ils gueulent, quoi. Il a le cul d'une poutre, alors non, tu m'étonnes. Ouais, mais c'est ça, ils ont des gilets jaunes, ils sont dehors, en plus ça caille. Novembre, décembre, ils ont des pancartes, là, ils gueulent, quoi. Ok, ils gueulent, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Je sais pas, mais comme d'hab, ils sont pas contents, puis s'ils demandent un truc, là, apparemment, ils sont pas assez écoutés. Ils veulent prendre part aux décisions des trucs, toutes ces conneries, quoi. Ils demandent même un référendum d'initiative citoyenne, quoi. Alors là, les gars sont quand même dans la stratosphère. Donc je vais pas décrire tout ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne, mais pour rappeler, c'est en gros ce qui peut donner du pouvoir directement au peuple. Dans une démocratie, Demos c'est le peuple et Kratos c'est le pouvoir. Voilà, vous voyez bien, c'est complètement stupide en fait de mettre ça marche pas. Et donc là, Macron il se dit après énormément de discussions, il se dit peut-être falloir quand même faire quelque chose, quoi, parce qu'il se rapproche. Puis en plus il nique les portes du ministère au Fenwick, donc il faut que je fasse quelque chose. Et donc il se dit, je vais faire un grand débat. Et il fait une lettre que je me suis fadé, parce que c'est le verbe, en fait, c'est très difficile, et je vais essayer de vous la résumer. Tu l'as modifié ou alors Ouais. Alors en fait, j'ai essayé d'enlever tout ce qui était langue de bois, trucs qui servent à rien, lieu commun. Donc il restait pas grand chose. Je m'appelle Macron. C'est ça. Il restait pas grand chose, mais je vais essayer de vous la faire. Salut les potes, la France c'est un pays vachement bien. Genre tout le monde a accès à des services publics qui marchent super bien, mais il y en a quand même qui arrivent à se plaindre. Et je les comprends. Mais en même temps, vous allez vous respecter les uns les autres, bordel de merde. Les Gaulois réfractaires, les feignants, les cyniques, les râleurs, les gens qui sont rien, ceux qui foutent le bordel, ceux qui déconnent et j'en passe, ça va, quoi. Du coup, j'ai décidé de lancer une grande consultation, sans vous dire si je prendrai en compte vos réponses ni comment, et avec les poteaux du gouvernement, on a déjà décidé les thèmes sur lesquels vous allez pouvoir vous exprimer. Ah oui, au fait, je continue aussi, comme depuis le début de mon mandat, je continue de complètement zapper le fait que j'ai même pas été élu par la majorité des inscrits, et pas sur mon projet. J'ai plus été élu contre l'épouvantail du FN. Mais je vais quand même continuer à dire ça. Et que la majorité des Français ont voté pour ce que je fais. Donc il n'est pas question de revenir là-dessus. Sur tout ce qui a été fait depuis 18 mois. Mais sur tout le reste, vous pouvez causer. Y a pas de souci. Bon, je vous laisse. J'ai le sommet de Choose France à Versailles à faire préparer. Faut que je déroule le tapis rouge aux grands patrons qui font de l'évasion fiscale, qui suppriment des emplois et qui bousillent la planète. Ciao les bouseux. Voilà, donc j'ai essayé de résumer un petit peu. C'était pas facile. Et aujourd'hui, donc le grand débat est lancé depuis la mi-janvier.
Vous l'avez tous vu, l'éclat. c'est sûr. Donc depuis le 15 janvier jusqu'au 15 mars, je vais pas vous parler des heures de stand-up one man show qui passent en fait à la télé où le gars reste 6-7 heures en discutant et ils appellent ça un débat. D'ailleurs, on avait regardé avec Moff le grand débat Macron et les jeunes. Parce que ça nous intéresse plus particulièrement sur quel village l'assaut. il était déjà, c'était paumé. C'était dans la Creuse, non? Dans le Creusot? Ah ouais. Je sais plus. Et en gros, il y avait 1000 jeunes et ils avaient appelé ça un débat. Et en fait, il y avait pas de débat. Les jeunes posaient des questions qui étaient pas très très gênantes. Et ensuite, il y avait Macron, Jean-Michel Blanquer, Pénicaud et des ministres qui déroulaient et qui disaient bah nous on va faire ça, ça va être très bien. Ah puis tu t'attendais à ce que n'importe quel jeune puisse venir dans cette salle et poser des questions, mais en fait c'était que des écoles qui étaient représentées et les seuls qui posaient des questions c'était des élus en fait des élus jeunesse quoi. Ouais. Donc au final c'était des questions ultra pratiques pour Macron et effectivement bah il faisait sa campagne, il déroulait et on s'est bien fait chier quand même. Ouais. Ben ça a duré très très longtemps. Moi on a tenu 2h30 quand même. Mais donc c'est pas forcément des débats, mais je vais pas forcément vous parler de ça. En fait, ils ont choisi les thématiques avant et les questions ils les connaissaient déjà avant qu'elles soient posées, etc. Et du coup ça rend le truc fade et c'est pas un débat et ce sera jamais. Enfin, c'est connu, c'est déjà fait plein de fois. C'est fait aussi avec les journalistes de TF1 ou France 2 quand ils font leur truc annuel là ou je sais pas quoi où les journalistes posent des questions, etc. Ils donnent des sujets, des thématiques à ne pas aborder et aussi des questions à poser. Ils veulent savoir quelles questions vont être posées, etc. Pour pouvoir botter en touche souvent d'ailleurs. Et donc voilà, c'est pas nouveau quoi. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est qu'ils vendent ça sous forme de débat, mais c'est jamais des débats en fait. Jamais. Bah non. Et là, pour le coup, c'était vrai que c'est plutôt du question-réponse quoi, dans beaucoup de choses. Mais je vais pas vous parler de ça. Je vais plus vous parler de ce qui fait un peu le cœur du sujet, c'est-à-dire quand on va demander aux gens pour qu'ils s'expriment, c'est les formulaires du grand débat. Alors autant vous prévenir tout de suite aux deux questions. Qu'est-ce qui est totalement inadapté comme réponse au mouvement des Gilets jaunes et donner un exemple de questionnaire tout moisi, pas du tout objectif et mal construit. La réponse c'est la même, c'est les formulaires du grand débat. Il y a 4 thèmes. Je vais pas vous faire les 4, hein, je vais en prendre un en exemple pour voir comment c'est foutu, mais c'est valable pour les 4. Les 4 thèmes déjà donnent vachement envie. Hein. Transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté et organisation de l'État et des services publics. Donc pour chaque thème, sur ces formulaires qui sont disponibles sur Internet, vous avez 1 ou 2 pages de contexte, pas du tout orientées déjà, pour que vous puissiez bien répondre comme il faut après. Par exemple, dans le thème fiscalité et dépenses publiques, c'est ça m'intéresse. Voilà. Bien, ça. C'est la question des impôts et de la thune. Voilà. Et donc dans le contexte, on vous fait bien comprendre que la France est un des pays où l'impôt est vraiment très élevé. Et ça, ils l'ont écrit en gras. Donc c'est vraiment très important, quoi. Très élevé, c'est trop élevé. Du coup, ça transparaît quand même pas mal. Et c'est vraiment pas bien. Et quand on a vraiment beaucoup trop de prestations sociales aussi. Et là, je cite. Le poids des impôts et des cotisations sociales est un enjeu pour la compétitivité de l'économie française. C'est dans le contexte. Donc ça situe déjà bien les choses. Après, dans les enjeux du débat, c'est la deuxième catégorie du formulaire, on vous rappelle que le gouvernement, il veut baisser la dépense publique, encourager le travail en baissant ou supprimant des cotisations, ça n'a pas marché depuis 30 ans, mais bon, on va quand même continuer à le faire, et baisser les impôts, encore une fois. Ensuite, on vous dit que le grand débat, il doit entre autres répondre à cette question. Je cite, « Quels impôts faudrait-il réduire prioritairement davantage ?» Ou encore, « Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ?» Bah l'impôt sur la fortune, ouais. On baisse. Mais on peut pas, en fait. Si tu veux baisser, oui. Mais déjà, tu te dis que si tu veux augmenter certains trucs ou être un peu plus nuancé, c'est quand même mal barré. Donc là, j'ai juste fait le contexte et les enjeux, et on rentre ensuite dans les questions qu'on nous pose. Donc déjà, et là, vous avez... Afin de réduire le déficit public de la France qui dépense plus qu'elle ne gagne, pensez-vous qu'il faut avant tout A. Réduire la dépense publique. Déjà, t'as un choix. Ouais, c'est ça, ouais. T'as le choix multiple, voilà. T'as 3 réponses, tu sais. Eh ben, attends. C'est un débat. C'est même pas ça. Ça va être pire que ça, donc. Donc, afin de réduire le déficit public de la France, pensez-vous qu'il faut avant tout A. Réduire la dépense publique. B. Augmenter les impôts. C. Faire les deux en même temps. D. Je ne sais pas. Alors là, en fait, c'est un cas un peu édulcoré de ce qu'on appelle une dichotomie fallacieuse. C'est quand on te présente le truc comme si t'avais que 2 options.
alors que t'en as 15 000 autres. Parce que là, t'en as vraiment que 2. T'as le A et B. Le reste, c'est soit je sais pas, ou faire les deux en même temps, bah ça revient Mais à du coup, plus ça B, insinue qu'il n'y a pas d'autre solution. Et... Voilà. Et en plus, dans la question, on te dit afin de. Quand tu réponds la B, par rapport au contexte et aux enjeux d'avant, et à tout ce qui a été dit, t'as moyennement confiance dans le fait que ça soit pris en compte. Enfin, ça a déjà été fait, ça a déjà été essayé, on a toujours les mêmes problèmes. Donc, du coup, en fait, ce qu'il apporte là, c'est pas des solutions, c'est ce que j'appelle genre, c'est un sparadrap, quoi. En gros, c'est, on s'attaque pas à la source du problème, on s'attaque juste aux effets, en fait, et ça réglera jamais le problème. Ouais. On gagne du temps, quoi. Ouais. Puis on te demande pas vraiment d'expliciter, c'est juste une sorte de faux choix multiple, quoi. Et les questions qui suivent. Quels sont selon vous les impôts qu'il faut baisser en priorité? Et afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Alors du coup, si on veut proposer, comme disent beaucoup de gilets jaunes, parce que normalement c'est en réponse aussi à ça, si on veut proposer de revenir sur les nombreuses mesures fiscales en faveur des plus riches et des grandes entreprises qui nous mettent quand même bien dans la merde, je pense que je ferai une chronique là-dessus. Si on veut proposer de pas supprimer des services publics, mais de les renforcer, on n'est pas forcément dedans. De lutter contre l'évasion fiscale pour financer ça, c'est même pas dans les options de proposition pour réduire la dette. Bon, c'est possible quand même, parce que à la fin du questionnaire, il y a quand même une question ouverte où on nous demande s'il y a d'autres points sur les impôts ou les dépenses sur lesquels on souhaiterait s'exprimer. Donc là, on peut. Il y a beaucoup de place sur le formulaire. La case, elle est petite. Après, tu peux écrire, quoi. Mais du coup, tu vois, c'est pour montrer que avec la lettre, avec le contexte, qui est pas du tout orienté, avec les enjeux où ils te rappellent les priorités du gouvernement, donc vu que c'est eux qui vont prendre les décisions après, tu vois déjà un peu où ça vient. Dans la lettre aux Français que je vous ai résumée, concernant la question des impôts, Macron il a écrit, je cite, « Nous ne reviendrons pas sur les mesures que nous avons prises ». Donc bizarrement, tu te dis que si tu veux apporter des réponses qui vont pas dans le sens du contexte ou dans les choses, tu peux t'exprimer. Il y a pas de questions interdites, mais il y a quand même des réponses qui sont un peu, quoi. Ouais, mais en fait, en gros, à la base, c'était genre, on vous écoute, les gilets jaunes, mais au final, ils les écoutent pas du tout. Ils écoutent, mais ils prennent pas en compte. C'est toujours le même principe sur les consultations. Ouais, mais pour moi, c'est pas de l'écoute. Ouais. Du coup, c'est ni un débat, ni... Après, ils prendront peut-être en compte, par contre. Mais en fait, ils le disent pas avant. Et ça, c'est un souci, parce que t'as l'impression que tu vas encore parler dans le vide. Mais tu vois. Le coup des formulaires, ils l'ont supprimé à mi-chemin. Enfin, il a arrêté à mi-chemin. Ah non, les formulaires sont encore dispo sur le site. D'accord, mais le grand débat maintenant, c'est plus sous forme de formulaire, parce qu'il sait que ça a déplu. Et... Ah non, si, ça marche. Ah ouais. Enfin, ça marche. Pour moi, en fait, à mi-route, il a un peu arrêté les formulaires et il a essayé de faire un semblant de débat, justement. En gros, où j'imagine, comme tu disais, Corentin, tout à l'heure, les questions sont déjà données ou bien ciblées. Oui. Mais il y a plus ce formulaire-là parce que il sentait qu'il allait droit dans le mur, en fait, quoi, et que ça allait juste attiser la colère des gens. Ah ouais? Je suis pas sûr, en fait, mais j'ai pas, en vrai, comme par exemple, tu vois, justement, le débat qu'on a vu avec les ados, là, où là, il y avait pas de formulaire ou autre. Ah oui. Mais je sais qu'il menait beaucoup de maires à gueuler, Je sais qu'il menait les deux de front. Ok, ouais, ça marche. Mais après, je sais pas s'il les a laissés, parce que c'est vrai que cette chronique-là, moi, je l'avais écrite déjà il y a une petite semaine, mais elle était encore assez valable sur le reste. Après, les formulaires, du coup, c'est comme ça qu'il les avait présentés. Et je sais que dans certaines villes, ils les ont utilisés pour cadrer les débats qu'ils ont organisés, et ça a déplu fortement, justement, par rapport à ces trucs-là. C'est que tu te sens déjà enfermé dans quelque chose, quoi. Quand on dit le contexte et les enjeux et les questions, tu te dis bah non, mais moi je veux pas. Ce qui est marrant, c'est que quand il arrive et qu'il commence ces débats, à chaque fois, c'est bon, n'hésitez pas, il faut pas me louper, hein. S'il y a des questions gênantes, allez-y. Il faut tout me dire, tout. Voilà, faut pas hésiter. Je suis là pour répondre à vos questions. Puis au final, non, les questions, c'est pas gênant du tout. Mais en fait, ce qui me choque, je reviens au truc de augmenter les impôts ou etc. En fait, ça fait un peu droite-gauche, et tout ce qui est extérieur, si t'as pas une idée de parti ou précise, enfin les deux plus grands partis dits classiques, etc. On te prend pas en compte, tu peux pas nuancer. Rien, mais c'est le pire truc, parce que ça va créer une frustration énorme, et ça va être pire dans quelques années. On va se remanger puissance 10 000. C'est ça. Bonne chance à eux. Et donc, ça, c'est qu'un exemple de formulaire parmi tant d'autres, et de ce qu'est le grand débat, où peut quand même y avoir, je pense, des trucs intéressants, puisque ça permet aux gens de discuter au moins entre eux et de faire remonter des choses. Mais ces formulaires-là, voilà, en attendant, au vu de tout ce qu'on a déjà pu voir, de tout ce qu'on a pu dire sur le mouvement et de comment le grand débat a été lancé et comment il est mis en place, je crois que je peux enfin le dire de manière tout à fait sûre. C'est une merde. Chers Françaises, chers Français, chers compatriotes, ça y est, c'est bon, c'est fait.
on s'est battu et on l'a eu. La démocratie est là. Non, je rappelle encore une fois que tout ce que j'ai dit là, c'est vrai que c'est très subjectif, hein, comme les chroniques qu'on fait en fait, mais ça engage que moi. Bah, c'est pour amener le débat. caricaturé, mais au final, enfin, il y a quand même une bonne part de vérité. Bah, j'ai fait exprès de caricaturer pas mal de choses pour justement, voilà, enfin, parfois au niveau de l'ironie et de l'humour, tu fais beaucoup mieux passer tes idées qu'en les expliquant, et sur ces thématiques-là, tu vois, par exemple, j'aurais décrit les choses de manière factuelle. Mais en fait, ça dépend, parce que, en fait, je me mets dans leur tête et tout, et je me dis, eux, ils sont pas choqués. Je pense qu'ils trouvent ça normal, tu vois, et c'est la façon de faire, c'est la bonne façon de faire, etc. Ils ont toujours fait comme ça. Mais si ça marche pas, c'est qu'il faut nous expliquer plus, parce qu'on comprend pas. Oui, comme la dernière fois. Ouais, ça revient à ce qu'on disait la dernière fois. Ouais, mais c'est fou, quoi. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez que ces grands débats là, ça a eu un impact positif pour lui, et il a réussi justement à calmer un petit peu Pour moi, c'est trop tôt pour dire, en fait. Parce que en fonction de comment les réponses vont être prises en compte et de ce qui va être fait, et tu sais pas, quoi. Moi, franchement, je pense pas, parce que quand, justement, comme ce que je disais dans la chronique, même de manière très ironique, mais il y a un décalage, en fait, entre les causes vraiment du mouvement des Gilets jaunes et de ce qu'ils revendiquent de plus en plus, et les réponses institutionnelles apportées, comme tu dis, en fait, Coco, ils ont toujours fait ça, ils sont persuadés que ça marche, ils vont pas remettre. Alors, dans le questionnaire, dans les formulaires, par exemple, il y a une question, est-ce que vous voulez qu'on reconnaisse le vote blanc? Mais ça, déjà, ça a été voté, en fait, au début du mandat de Macron, où les députés, en fait, ont voté non. Et on sait que les gens le veulent, quoi. Enfin, je veux dire, quand tu vois le pourcentage entre les votes des inscrits sur l'élection de 2017, avec l'abstention et les votes blancs. C'est les députés qui votent pour ça. Ben ouais. C'est ridicule. On sait que les gens le veulent. Et non, ils te remettent ça dans le formulaire, en plus, en te disant pas s'ils vont prendre en compte les questions, tout en sachant qu'ils ont voté contre. Enfin, comment tu veux pas te sentir, tu vois, ouais. C'est du foutage de gueule, quoi. Vu qu'il y a des questions qui n'ont pas le droit d'être posées, etc., ça va créer de la frustration. Déjà qu'il y a beaucoup de frustration en France en ce moment. Là, peut-être que ça lui sert, tu vois, pour jusqu'aux européennes, je pense. D'ailleurs, je pense que c'est le but. Mais dans 1 ou 2 ans, tu peux être sûr que s'il réagit pas, il laisse cette façon de faire encore, qui est la façon de faire classique que la gauche a faite, que la droite a faite, et on a vu ce que ça a donné. Et bah il va se planter, quoi. Il va se planter, et genre dans 2 ans, 2-3 ans là, tu peux être sûr que ça va être, comme je te dis, ça va être un séisme énorme, et ça va être pire des choses qu'on n'imagine pas forcément. Je vois les extrêmes, etc., on en parle toujours, etc., mais à force en fait de créer cette frustration et de dire nous on est l'alternative saine, mais pas de créer de débat, pas écouter rien, et pas prendre en compte, au final les gens ils vont se tourner vers des trucs ou plus aller voter, donc les gens ils vont laisser passer des trucs immenses, quoi. Ouais, complètement. Et puis parce que là, quand tu vois les médias c'est comme c'est chaud, le reflet de la pensée du gouvernement, en tout cas, ou de la situation française, et là on est clairement dans une étape de diabolisation des gilets jaunes, de décribilisation. Là, mais comme pour le FN, en fait. Comme tu disais tout à l'heure, mais complètement aberrant, quoi. C'est les gilets jaunes, ils mangent leur caca. C'est la même. On est plus du tout dans la discussion. Ouais. C'est exactement la même stratégie que contre le FN. C'est moi, je suis bien. Si vous choisissez les gilets jaunes, c'est le mal, quoi. C'est le mal. Moi, je suis le bien. C'est le progressisme contre les extrémistes radicaux, et on cherche même pas à comprendre. Et en fait, il faut surtout pas donner de la nuance, Ouais. surtout pas. Il faut pas prendre des idées de quelque chose qui vient pas de notre parti, surtout pas. Et en plus, donc voilà, ça a toujours été comme ça. C'est le principal problème, enfin pour moi, des partis, etc. C'est qu'en gros, t'as toujours des conflits d'intérêts entre partis, et tu peux surtout pas leur piquer des idées. Parce que du coup, c'est un peu comme une garderie. Oui, mais tu m'as pris mon idée, nanana. Et du coup, au final, ça rend des trucs où en fait, c'est soit ça, soit cette ligne-là, mais tu peux pas piquer un peu partout, même si c'est des bonnes idées, hein, surtout pas. Hein. Ah non, parce que du coup, ça sert pas l'intérêt du parti. Et le parti, c'est le plus important. Donc, au final, t'as des faux débats, des fausses questions, et t'as des fausses réponses aussi, au final. Donc du coup, dans 2-3 ans, t'es reparti pour un truc encore, et ça va être un cercle comme ça infini. Ça fait un moment que ça dure. Et ça va être de pire en pire, quoi. Vu que la frustration va être de plus en plus grande, ou de pire en pire, ou voir comment ça évolue après, ou de mieux en mieux.
Ouais, Ça dépend, non, ça mais dépend pour qui, je veux dire. je pense que quand tu pars d'une frustration ou d'une colère, etc., et que tu réponds pas, même si la finalité est bonne, la période de transition là, quand ça pètera, quoi, c'est pas une bonne chose, parce que t'aurais pu l'éviter en fait. Avec des vrais débats, des vrais. Là, ça commence déjà avec les gilets jaunes. Je pense que ça continuera parce que les hommes politiques, c'est quand même des gens censés avoir des grosses convictions, et quand tu vois qu'ils passent d'un parti à l'autre comme ça, comme si c'était des joueurs de foot, mais non, attends, t'as le mercato. T'étais à droite avant, maintenant t'es à gauche. Tu fais quoi, mec? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, quoi? C'est un métier, quoi, voilà, c'est un business, c'est comme des ligues de foot, c'est la même chose. Hein. Mais tu vois, après, bon, je pense pas que ce soit la seule cause, mais t'en as beaucoup, justement, qui mettent ça en cause et qui expliquent aussi la situation dans laquelle on est par ça. C'est le fait que, le politique soit devenu, en fait, une profession. Et que tu professionnalises, en fait, de ouf, et que tout ce qui passe par l'ENA, par des grandes écoles, en fait, il faut que tu sois expert sur les sujets. Sauf que ça amène à aujourd'hui toute la logique, ça rejoint ce que disait Coco sur en gros nous on est pragmatique, progressiste, et vous en fait vous comprenez pas parce qu'ils ont une position d'expert, et du coup t'as même plus d'idées de nuances et de conflits entre les idées, parce qu'il y a une ligne qui est gestionnaire, pragmatique, réaliste, tu vois, et celle-là c'est la seule bonne, et vous si vous nous suivez pas, eh ben c'est juste que vous êtes con, quoi. Non, il faut avoir ce formatage-là qui te permet d'accéder à... Et les autres idées, en fait, on débat même pas avec elles parce que direct on les discrédite en disant non mais vous savez pas, vous comprenez pas, c'est pas possible. Et combien de fois, et là je te rejoins en fait sur ce que tu disais sur les médias, mais ça reflète cette disparité là, et souvent sur les plateaux où t'as par exemple maintenant t'as 5 personnes, bon déjà 5 personnes pour un débat télé, c'est trop pour que ce soit serein, et en plus t'as 4 personnes qui vont être à minima d'accord. Et un punching ball. En général, c'est un syndicaliste de la CGT, tu vois, qui va prendre, mais trop cher, parce que dès qu'il va dire, non, mais écoutez, il faut redistribuer, là, on peut pas aller vers ce truc des grosses entreprises. Ah non, mais vous, arrêtez, c'est la mondialisation, vous êtes pas réaliste et tout ça. Et donc, on discrédite. Et ça, en fait, ça participe du climat là, où tu peux même plus t'exprimer en nuances, parce que c'est le truc binaire, quoi. Et c'est frustrant. Et les questions du grand débat, c'est là aussi où justement, enfin moi je voulais en revenir aussi un petit peu, c'est que ça reflète ça et que ça le réamplifie en plus. Et du coup c'est pas bon. Enfin c'est pas bon, t'as pas de place à la nuance, si la discussion tu peux l'avoir quand les gens organisent des choses, et d'accord. Mais en fait si on les prend pas en compte, c'est une énième consultation en plus. Ou du coup ouais j'ai pu exprimer mes idées. Cool, reviens voter dans 2 ans. Mais sauf que même dans les thématiques du débat, moi je trouve que c'est super élitiste, parce que je sais pas, le thème la fiscalité, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent pas concernés, enfin rien que la façon de le formuler, se sentent pas concernés et viennent pas à ce débat-là. Moi je me vois pas dire je vais aller à un débat sur la fiscalité. Ouais, tu m'étonnes. L'autre c'est l'autre plus compliqué aussi, organisation de l'État et services publics. C'est vrai que c'est pas très très avenant, quoi. Mais on tend pas du tout la politique ou même la société vers le haut, parce qu'au final en gros, on garde ce qu'on a fait les 10-20 dernières années, et on cherche pas à faire quelque chose de mieux, et on cherche juste à faire la même chose. À sauver ce qui existe. Mais en tout petit peu, en un petit peu différent, en fait. Et c'est ça qui m'énerve vraiment. C'est en gros, pour moi, c'est un peu comme la science. On teste des trucs, on se plante, on rate, on reteste un truc, mais on essaye toujours de découvrir quelque chose de mieux, ou progresser dans les découvertes, etc. La politique, pour moi, ça devrait être pareil. Ceux qui te font croire qu'ils savent ce qu'ils font, c'est les plus grands menteurs de tous les temps. Parce qu'en fait, ils savent pas, ils ont pas la science exacte. Déjà, pour avoir toutes les connaissances, c'est vraiment impossible. Et donc, du coup, ils essayent jamais de faire mieux. En fait, on leur a enseigné un truc qui marche, enfin, à peu près stable, en fait. Et marche encore, je mens quand je dis ça, c'est juste qu'en fait ça fonctionne. Et donc du coup ils se complaient là-dedans, mais ils essaient jamais d'atteindre quelque chose de mieux. Ils développent jamais, ils testent jamais des choses. Moi je m'en fous qu'on se plante. Si tu tentes un truc et que tu dis ça peut donner quelque chose, apporter des réponses, faire fonctionner la société un peu mieux ou pas, et essaye-le et tu verras bien, tu vois. Oh, mais c'est pas leur but, c'est un travail. C'est pas leur but. Le but c'est ce qu'ils apprennent à l'école, hein. C'est juste la stabilité. Tout ce qu'ils veulent, c'est la stabilité. T'apprends le métier de politicien, tu vois. C'est triste, en fait. Sciences Po. Voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme science. Vrai, hein. Mais en plus, Sciences Po, justement, quand tu regardes un peu ce qu'ils apprennent, c'est être gestionnaire de l'État.
Et en fait, on t'apprend pas que la politique, c'est pas une science exacte, comme c'est une affaire d'hommes, quoi. Enfin, d'hommes, de femmes, tu vois, d'humanité, c'est ce que je veux dire. C'est que t'as du facteur humain et c'est des idées qui se confrontent et que c'est pas aussi simple que ça, quoi. C'est pas juste de la gestion avec le budget doit être à l'équilibre. Bah non, parce que là t'as des gens qui crèvent. Donc même si t'es pas à l'équilibre, tu changes le système. Tu changes pas les gens pour essayer de rester à l'équilibre sur le budget. Enfin, tu vois, faut voir. Et en fait, je pense et puis souvent t'es déconnecté dans ces écoles-là parce que t'as de la reproduction sociale en fait énormément, quoi. Et tu rentres pas n'importe comment, 38 000 balles l'année, tu vois, les secs. Enfin, tu peux pas rentrer. Et du coup, ça s'auto-entretient, quoi. Et quand ils restent entre eux, tu le vois pas. Et tu vois bien que quand ils ont commencé à aller cramer des bagnoles dans le 8e, ou que les manifs, justement, ils étaient plus dans l'Est parisien, mais dans l'Ouest, là où sont concentrés, en fait, tous les grands bâtiments d'entreprise et les lieux politiques. Et c'est là qu'ils ont commencé à flipper. Mais ça veut dire quelque chose, tu vois. En fait, moi, je dis pas d'aller cramer tous les trucs, mais ça veut dire quelque chose. Il y a un moment, ils se sont dit, ouais. En fait, il y a quand même peut-être un souci là-dessus. Et parce que s'ils ont leur pays dans le pays, c'est vraiment la petite bulle, le petit microcosme. C'est l'entre-soi. Et quand ils voient quelque chose arriver, ils se disent non, mais ça peut pas venir de nous. C'est juste qu'eux, ils comprennent pas. Mais non, mais à un moment, tu vois, faut se remettre en question. Il s'agit pas de tout accepter non plus. Mais ça rejoint ce que disait Coco au tout début, c'est qu'on peut pas continuer comme ça sans arrêt. Il y a un truc qui m'énerve aussi, mais au plus haut point. Mais ça m'énerve. Enfin, c'est vraiment le pire truc, je trouve. C'est en gros tout ce qui est frustration, etc. Tu sais, forcément, ça amène à des conneries, tu sais, cassées. Enfin, pas forcément le terme casseur, mais tu sais, c'est plus, genre. Tu vas t'énerver, donc tu vas insulter, tu vas manquer de respect, etc. Parce qu'il y a beaucoup de frustration chez toi, etc. Et tu vois tous les médias, ne soyez pas frustrés, on vous écoutera pas si vous vous énervez, restez calme, tranquille. C'est le pire truc à dire, ça, c'est le rester calme. Pire chose. En gros, on vient chez toi, on te fout ça. 3-4 claques, et toi t'es comme ça, en fait, t'as pas le droit à la légitime défense, en fait. C'est genre, non, mais si t'es quelqu'un de bien, tu te prends les 3 claques, tu dis rien, tu restes dans ton coin, t'attends, tu lui fais un café, tu lui fais un petit café, tu lui demandes comment ça va, etc. Et puis après, c'est n'importe quoi. Mais franchement, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Hein. Ouais. Parce qu'en gros, là, ils coupent le débat, ils font, si t'es énervé, si t'insultes, si tu manques de respect, on coupe le débat. Ouais. Mais c'est le pire truc à faire. En gros, c'est encore plus frustrant. Le mec, il va se dire, putain, mais il est vraiment pas comme moi, il m'écoute pas, ça m'énerve encore plus, il va monter d'un cran encore plus haut. En fait, c'est quelqu'un qui veut dire, écoute-moi, tu vois. Il fait, non, si tu t'énerves, écoute pas, tu vois. Ouais. Et en fait, si t'es calme et que tu restes chez toi, au final, tu vas pas apporter de message. Le mec, il va faire, on s'en fout, t'es chez toi, là, tu ne déranges plus. Voilà. T'es tranquille, t'es à la niche, et voilà. Mais ça m'énerve, c'est ouf. Quoi. Et sur les plateaux de télé, ça se voit, hein, parce qu'en fait, il faut parler comme eux. Si t'es pas calme, si tu utilises pas les bons mots, si tu bafouilles, tu vois énormément, tu vois, de représentants et de représentantes de Gilets jaunes, et qui bafouillent, mais parce que du coup, justement, ils ont pas ces codes-là et ces normes de parler pour rien dire. En plus, souvent, eux, ce qu'ils disent, c'est que ça vient des tripes, quoi. Et donc, c'est normal que tu bafouilles et que ta voix tremble. Mais ils s'excusent. Tu vois, ils s'excusent, ils disent, excusez-moi, en fait, j'arrive pas à exprimer. Mais t'excuses pas, en fait. C'est juste que, dans des débats, parfois, t'arrives pas à t'exprimer comme ça, et c'est aux gens de t'écouter et de prendre ça en compte. Sauf qu'en plus, les journalistes et les éditorialistes et les experts, tu vois, eux, ils sont très bien dans leur monde, et du coup, c'est comme disait Coco, tu vois, ils discréditent. Et en fait, peu importe ce que t'as à dire, si tu le dis pas correctement, on va pas t'écouter. Et la question des violences, c'est exactement la même chose, c'est que on voit, la violence en fait physique. Par contre, on prend pas en compte toute la violence sociale qu'il y a derrière qui fait les causes de ça, tu vois. On la voit, mais on la prend pas en compte. Mais je dis que c'est une des causes et qu'en fait, il faut y aller pour prévenir cette violence physique. Et non, qu'est-ce qu'on fait? On met 10 000 CRS en plus et puis des LBD et puis c'est pas étonnant en fait que ça empire parce qu'on n'a pas les bonnes causes à la base. C'est pas une question de justifier la violence ou pas, c'est juste une question de l'écouter. Non, mais je préviens en fait. parce que ils le prennent comme ça et c'est comme ça qu'ils. C'est une question juste de l'écouter en fait. C'est pas en disant t'es énervé, rentre chez toi et reviens me voir demain. Ça se passe pas comme ça en fait. Ça devrait pas se passer comme ça. Quand t'as un ami qui est énervé, tu vas lui demander pourquoi t'es énervé, tu vas essayer de l'aider, tu vois. Tu vas pas lui faire reste chez toi, on se voit demain mec. Non, j'ai jamais vu ça en fait. Et là ce qu'ils font c'est n'importe quoi. Je trouve que c'est n'importe quoi. Moi je fais ça, t'es vénère, moi ça va. Non mais ça fait ça.
Mais les enfants, c'est l'arme qu'ils utilisent justement pour que ça t'énerve encore plus. Oui, mais et pour qu'ils puissent encore plus te discréditer, évidemment, mais ça n'apporte rien de bon parce que au final, il y a un jour où ça marchera plus, et ça va détruire tout leur système. Donc là, ils en profitent bien, mais ça va pas durer longtemps, à mon avis. Mais c'est une des injonctions que tu voyais, en fait, justement, sur les plateaux télé, quand t'avais des gens qui étaient des gilets jaunes et que le grand débat avait été lancé. Tu vois, mi-janvier, fin janvier. Et donc, la question qui revenait tout le temps, que les présentateurs souvent posaient, c'était, mais pourquoi vous continuez à manifester? Pourquoi vous allez pas au grand débat? Parce qu'en fait, on considère pas comme légitime le fait d'aller manifester. Maintenant que le gouvernement a mis un truc en place, vous rentrez dans le rang. Et vous allez vous exprimer comme les autres. Et peu importe que vous ayez des trucs à dire sur le grand débat, comme toute la chronique et toute la discussion qu'on a, encore une fois, pas de nuance, tu vois, arrêtez de manifester, rentrez dans le rang. Sauf que ça va pas marcher, donc vous allez remanifester et on va vous redire la même chose. Et dans 2 ans, ça va être le vote utile parce que les gens vont être frustrés. Moi, j'attends les 80% d'abstention. Eh ben, on était, franchement, en 2017, je sais plus combien on était en abstention, mais on était à 26. Il y avait plus d'abstention que de vote pour Le Pen. Abstention présidente bientôt. Ouais. C'est les abstentionnistes, la majorité, c'est pas juste qu'ils ont la flemme de se lever dimanche. Enfin, et c'est ce que t'entends sur les plateaux. Enfin, voilà, t'as encore une déconnexion là-dessus, quoi. Comment tu veux aussi pas être pris pour un teubé quand on dit non, mais attends, en fait, pareil, on cherche pas à comprendre les causes de l'abstention. Alors que c'est un phénomène social comme un autre, quoi. Et puis, en fait, je trouve qu'il manque vraiment de courage, en fait. Plus j'y pense, plus je me dis, il manque vraiment de courage. Que ça, franchement. Parce que, en fait, il dit, j'ai été élu pour mon programme, Macron. Et tout le monde sait que c'est pas vrai, mais c'est pas grave. Et le mec, il se dit pas j'ai envie d'être un bon président, je reconnais que j'ai pas été élu pour mon programme, j'essaye de m'adapter, etc. Je vois bien que, tu sais, ça se passe mal dans mon pays, j'essaye de le relever, etc. Non, j'ai été élu pour mon programme, tout va bien. c'est fou parce que du coup, Mais non, il est élu pour 5 ans, je pense qu'il est très lucide et qu'il sait très bien que dans 5 ans, il reviendra pas, mais il va surtout pas prendre le risque de changer quelque chose, en fait. C'est trop risqué pour lui, Mais justement, c'est un manque de courage. Et c'est parce qu'on les forme comme ça, je pense. Est-ce qu'il se rendrait, faudrait peut-être se rendre compte que si justement il avait le courage de dire bon bah voilà, c'est mon élection, elle est pas belle en fait, c'est pas quelque chose d'incroyable, etc. S'il avait le courage de dire ça, je suis sûr que dans les sondages, il remonte à une vitesse incroyable, etc. En fait, il suffit juste d'être quelqu'un de bien et sensé, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça, c'est juste être rationnel et sensé, quoi. Mais c'est en train de me rendre fou parce que surtout qu'on calme-toi, Coco, sinon je ne t'écoute pas. Tu le vois avec un petit sourire. Tu reviens demain. Et puis un petit charisme, il se la joue à Obama, tu vois, il essaie de faire le président un peu jeune, cool. C'est si simple. T'as vu ce qui se passe en ce moment et toi t'es là, tu souris, t'es cool, tu fais des petites blagues. Tu vas avoir des enfants dans les écoles. Ça me paraît si simple, tu vois, je demande pas qu'il apporte 10 000 solutions, mais juste d'être quelqu'un de bien et courageux, quoi. Enfin, pour un président, c'est la moindre des choses. Mais il est parfait. Oui, c'est le pourfendeur. L'homme providentiel. C'est le sauveur des petits chats. Parfois, il y a des nuages qui écrivent son nom, hein. On regarde dehors. Mais tu vois, c'est con, hein. Enfin, on n'est pas un grand média national et on veut pas l'être, mais putain, quand tu vois la discussion là, au moins sur les causes, après il y a des choses qui sont à discuter, mais t'as jamais une bribe de ça sur tous les grands plateaux télé quand t'as soi-disant des débats. Et là aussi, il y a un moment sur la responsabilité des grands médias où il faut qu'ils se posent des questions, quoi, que c'est pas possible. Et quand tu vois la classe sociale en fait dont font partie les gens à la télé, il y avait une étude du CSA qui avait été faite là-dessus, et t'as plus de 80% des gens qui monopolisent le temps de parole à la télé, c'est des catégories sociales plus, tu vois. Donc ça participe de ça aussi, tu vois, que en fait, bah, il y a pas ces discours-là à la télé, puisque c'est toujours les mêmes qui parlent en fait de leur situation. T'as vu en t'expliquant pourquoi nous on est dans la merde, mais parce que je pense qu'on a vu le même film, Alex, Les Nouveaux Chiens de Garde, mais pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment intéressant comme film à mater. C'est pas du tout une propagande, hein, c'est objectif, où tu te rends compte que tous les patrons des grands médias bouffent au même restaurant avec les mêmes politiciens, discutent des mêmes choses, et qu'il y a des lignes de conduite qui sont adoptées. Donc voilà, tel journal, vous allez poster ça, voilà. Et au final, tu grilles un peu ce phénomène-là parce qu'ils emploient les mêmes termes, les mêmes expressions dans tous les médias. Et puis voilà, en fait, on a absolument plus aucune objectivité médiatique. Et le problème, c'est que c'est ce qui est le plus visible. Donc tous les Français regardent la télé, écoutent la radio, tout ça. Et vu que c'est toujours la même ligne de conduite, t'as l'impression d'avoir une liberté, mais qui est complètement
fausse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui n'existe pas. Donc, pour le choix de la une des dangereux, mais journaux, un point. ils se concertent aussi entre journaux et tout, et ils se concertent et ils savent à peu près qui va mettre quoi comme une, avec quel titre, etc. Pour voir en fonction parce qu'en fait la sélection des grands sujets, etc. C'est important pour eux d'avoir à peu près le même, etc. pour pas que ils piquent l'audimat de l'autre ou des trucs comme ça. Donc du coup, en gros, au final, ils se parlent tous entre eux. Donc tu sais, c'est quand tu côtoies beaucoup quelqu'un, au final, tu finis par être un petit peu influencé ou des trucs comme ça. Donc l'indépendance, c'est. Mais en fait, ça. Qu'est-ce que vous schtroumpfez, quoi? Je te conseille de regarder les tweets du patron de Le Monde, justement. Il est pas mal. Ah oui, il est pas mal. Je sais pas si ce qu'il tweet maintenant c'est bizarre, mais à l'époque, en gros, Macron c'était l'homme providentiel, il allait sauver la France, etc. Bon, on a vu ça, hein. Belle prédiction. Puis c'est de voir toujours ton entourage qui continue, moi, pas à m'engueuler, mais pas loin de faire la morale chaque année, mais ah ouais, tu vas pas voter, putain, mais tu te rends pas compte, c'est super important, et si tu vas pas voter, tu fais quoi alors? Tu proposes quoi? T'as une solution? Mais non, c'est pas parce que je vais pas voter que j'ai forcément une solution miracle. Ça se fait pas comme ça, mais juste arrêtez de me faire culpabiliser parce que je vais pas voter. Si je vais pas voter, c'est par conviction, c'est pas par flemmardise comme le disent les trois quarts des journaux ou des médias. Enfin, merde quoi. Et tu vois, ça te crée une frustration. Merde. Merde, ça va, hein. C'est exactement ça. En fait, pour eux, c'est soit tu rentres dans la société ou le modèle qu'on a, soit on s'en fout, quoi. Genre, il y a pas de l'alternative. Soit t'es un dangereux anarchiste. Non, c'est ça. On t'écoute pas et t'as rien à nous apporter et on t'apportera rien coup, aussi. On se fait baiser à longueur d'année depuis. Bah ouais, mais justement, un petit peu plus tous les 5 ans, on a légèrement. C'est ça. Ça crée une frustration et au bout d'un moment, ça va péter, c'est sûr. Donc voilà. On en a gros. Mof. Ouais. Le traditionnel Where is my my? Détective. Voilà, j'ai rien foutu. Je suis désolé, ça va être très succinct. J'ai rien branlé. Mais les autres fois, tu disais ça que t'avais rien glandé, c'était quand même pas mal. Non, donc, mais j'étais. Là, ça va je se laisse voir. beaucoup d'espoir en toi, meuf. C'est que là, ça va vraiment être court, quoi. Mais c'est pas grave. Vas-y, on va. Court et savoureux. C'est ça. Comme un petit muffin. Bref, mais intense. Non, j'ai pas de. Mes très chers amis, compatriotes, où sont nos capsules, nos Gilles, nos Adena, nos Oran, nos Ruby, nos Zeni, nos Crédits, nos Simflouz, nos Dragons d'Or? J'en ai deux. T'as lesquels alors? Vas-y. J'ai Zeni et Simflouz. Ok, ouais, bah, Simflouz. Zeni, c'est Dragon Ball et bah. Gilles, c'est Final Fantasy. Bah après, je les ai pas tout entendu. Adena. Adena. Celui-là, c'est très très chaud. Si tu t'en souviens, respect, y a que toi qui peux trouver. Adena. C'est chaud. Lineage 2. Ah. Non, mais bon, c'est personne va. Donc c'est de la thune dans les jeux vidéo. Ouais, voilà, c'est okay. ça, c'est des thunes. Adena, oui, ok. Voilà. C'est vrai que c'était pas facile. Après une enquête épuisante, moult pays traversés, des tombeaux exhumés, des courses-poursuites enflammées dans des rues pleines de nids de poules, j'ai retrouvé des particules fines de fumée, des traces de mon blé. Les feux d'artifice. Petite chose quand même, voilà, un petit aparté quand même, on remarquera que feu d'artifice est l'anagramme parfait de je m'emmerde et j'en ai plein les tympans. Voilà, faites le test, hein, c'est impressionnant. Il y a pas une ou deux lettres ou... Ah non, même pas, non, je t'assure, ouais. Okay, ouais. D'accord. Alors, petit cours d'histoire, en fait, bah, c'est surtout un cours d'histoire, genre ma chronique est super court. Aujourd'hui, c'est Père Castor, gars. Vas-y, raconte-nous. Raconte-nous une histoire, du coup. Je m'affiche dans le bon ordre, déjà. On est beaucoup en mode histoire. Alors, bah, les feux d'artifice, ça vient de la poudre noire, en fait, la même poudre qui sert aux explosions et tout ça, les pistolets, tout. Bonhomme. Voilà. Les feux d'artifice, bah, certaines sources historiques, on connaît une petite source, je cite rien. Wikipédia. Attention avec. T'as mis certaines avec un S ou genre. Ouais, parce que j'en ai vu plein, tu vois. J'ai vraiment écumé Internet et mes nombreux voyages, tout ça. Certaines sources historiques de Wikipédia situent l'invention de la poudre noire en moins 200 avant Jésus-Christ, durant la dynastie Han. Vous connaissez bien la dynastie Han? En Chine. Han connaît bien à la bla. Elle servait alors de remède contre la gale et les rhumatismes. Sa propriété explosive est découverte au 7e siècle par un connard, le médecin alchimiste Sun Simiao.
Excuse-moi si je prononce mal, toi, non, t'es mort, de toute façon. En plus, tu viens de le traiter de connard. C'est pas ça le pire dans la... Connard, mais excuse-moi. Non, mais c'est pas un connard. En fait, il avait beaucoup de bonne volonté, ce médecin, parce qu'il cherchait à créer l'élixir d'immortalité. Ouais, il est juste con, c'est pas un connard. L'ambition, tranquille. Voilà. Le médecin, voilà, c'est un peu je pense, l'apogée de la médecine, quoi. Il est con parce que s'il y a ça, il fout en l'air son taf. Tout à fait. Enfin bon, il reste peut-être des maladies, mais c'est un peu con. C'est comme les dentistes qui recommandent des brosses à dents, moi j'ai jamais compris en fait. Parce que si t'as une bonne brosse à dents, bah tu vas plus chez le dentiste. Donc les gars, non. C'est ça. Ou en soi, l'idéal pour un EduxP, c'est qu'il y en ait plus. C'est ça, voilà. Ouais, on est d'accord. J'en étais où? Du coup, Sim Xiao, en voulant faire son remède, son élixir d'immortalité, ironie du sort, tragique. Bah non, mais il a découvert la poudre noire en fait qui a plus des propriétés explosives que ça tue plus quoi. Mais c'est cool en vrai, hein, c'est quand même pas mal comme invention. Du coup, ça lui ouvre les portes du club des inventeurs maudits, dans lequel Alfred Nobel et la dynamite se trouvent, Arthur Galston et son désherbant, l'agent orange. Bon, voilà. Ah oui. Passer d'un désherbant à une arme, c'est pas de bol quoi. L'agent orange, c'était au Vietnam, non? Tout à fait. C'était les armes chimiques. Ça. Et il voulait juste faire un désherbant à la base. Ce qui est devenu, ça a donné Monsanto. Exactement, voilà, c'est ça, ouais. Yes. Ils sont entre les deux, les gars, du coup, maintenant. Dedans, il y a aussi Cameron Logman, celui-là, je l'aime bien, qui a inventé le gaz poivre qui devait repousser les chiens qui attaquaient les facteurs. Voilà. Et c'est super précis. En vrai, ça a pas si le chien attaque un pompier, le gaz ne marche pas. Ça a pas trop changé. C'est juste que bon voilà Non mais il s'est dit c'est un problème d'ordre mondial. Les chiens c'est les gilets jaunes, les facteurs c'est les CRS, mais c'est à peu près le même délire. Hein. Au final, il s'est pas trop planté lui. Ouais mais quand même. Ok. Et puis Einstein, ses recherches ayant permis la conception de la bombe nucléaire, même si c'est pas lui qui l'a conçue, voilà, c'est pareil, chez Einstein. Ouais. La poudre noire arrive en Europe au XIIIe siècle, grâce ou à cause des invasions mongoles. Par contre, officiellement, quand on va on se balade sur Internet, c'est plus courant en fait que ce soit Marco Polo qui ait ramené la poudre noire. Ça fait un peu plus classe, quoi. Il y a un petit côté occidental mythique, le personnage connu. Voilà, Marco, la postérité explosive qui a ruiné notre prospérité auditive. Merci. Trop du cul. C'est beau. En France, le premier feu d'artifice est tiré en 1615 par Louis Croix Louis XIII. Louis Croix Vématon. Voilà. Non, ça ouais, ça je crois 3 traits, moi j'aime bien, moi. Par Louis Croix 3 traits, qui organise un feu pour son mariage avec Anne d'Autriche, voilà. Et ensuite s'enchaînent les grosses chouilles à Versailles. Alors là, c'est la grosse teuf à balle de feu d'artifice, qui en fait une tradition monarchique. Il devient rare sous la République car jugé divertissement de privilégiés. Ouais. Voilà, donc, ça a bien changé. Ouais, c'est ouais. La première fois que ça a pété, il y en a qui ont dû flipper quand même. Si t'es pas au courant qu'ils sont en train de tirer ça à Versailles et que t'es, tu vois, un des nombreux pécores qui habitaient autour, tu vois le truc qui pète dans le ciel avec la couleur, c'est joli, mais j'ai quand même un peu les fouilles. Donc voilà, divertissement de privilégiés, tradition monarchique, ras-le-bol, hein, zut, on arrête. Et il fait son retour lors du Premier et Second Empire. En 1880, c'est vraiment court d'histoire. Hein, c'est bien. Vous êtes attentifs. Ouais, mais c'est vivant. Levez la main si vous voulez parler. Hein, ouais. Donc en 1880, la Troisième République l'adopte pour célébrer la fête nationale. Il devient alors la tradition que nous connaissons tous. Yes. Une fois par an, le 14 juillet, chaque village et ville de France éjacule dans le ciel. Tout le monde en prend plein les yeux. C'est le bucaquet national. Mais revenons-en au fric. Hein. Tu le vends bien, en tout cas. Le seul sujet digne d'attention. Plus de 15 000 feux sont tirés chaque année en France, sans compter ceux tirés une fois par semaine pendant 3 mois et demi dans les stations de ski pour accueillir une nouvelle fournée de touristes. Selon le site Capital, dans les petites et moyennes villes, un feu d'artifice coûterait de 1500 à 3000 euros. Là, on est sur un budget Plouer assurance, quoi. C'est-à-dire 10 pétards, 10 druides qui dansent. Non, ça sur fait du Johnny longtemps que t'es Hallyday. pas allé à Plouer, mec, hein. Ah ouais. Je te jure. Ça, là, maintenant, ça coûte une blinde. Pour ma défense, la dernière fois que je l'ai vu, c'était vraiment, j'ai fait 50 saisons, donc,
Ouais, ça fait au moins 5-6 ans que je l'ai pas vu. Ah, j'ai vu un truc d'1 quart d'heure pour la Coupe du Monde au Brésil, mon pote, c'était Samba Rio de Janeiro dans le ciel, je te jure, c'était ouf. Depuis 3 ans, Plouer, c'est aussi gros que Saint-Malo et Dinard. Ok, mais à culpa, les frères. Et tu sais, ils travaillent en plus la musique, le son, avec le rythme, et quand ça pète. Et là, tu te dis, c'est la classe, quoi. Ok, là, il y a du boulot. Ah non, mais ça me plaît. Il a duré 20 minutes, j'ai failli m'endormir devant tellement il était long, mais il était bien, quand même. Tu sens, t'as 4 finales. Oui, mais il y a toujours, c'est le final et tout, puis ça continue. Il y a toujours un truc ultra cliché, comme moi, la dernière fois, c'était vraiment des druides qui dansaient. Il y en a beaucoup. Voilà, on a eu un Irlandais, on a eu thème irlandais et Brésil. Irlandais, aussi, Brésil, ouais. Ah, Brésil, c'était incroyable. Ouais, c'était cool. Disons qu'en fait, Plouer, c'est toujours quand même un petit peu cliché, quoi. Tu vas taper dans le brésilien, dans les druides, tu vois, il y a toujours un imaginaire. Bon, le ridicule ne tue pas, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Plouer, c'est des surhommes. Voilà, c'est je vraiment, pense que là ils sont surpuissants. Ouais. Ils sont calés. J'en étais où? Yeah, freestyle, je sais plus où j'en suis, pas de souci, 1500 à 3000 Ah oui, ouais, merci. Yes. Les druides qui dansent sur du Johnny, c'est bon. Dans les villes et villages touristiques, ça peut passer à 5 000 €. Et dans les grandes villes comme Marseille, Bordeaux, les budgets avoisinent 100 000 € à 200 000 € à peu près. Oh là, rien que ça, quoi. Là, ça commence à être costaud, ouais. Ça tape, quoi. Le record revient évidemment à Paris, qui débourse 750 000 € pour 30 minutes de calvaire. Oh là là. 25 000 € la minute. Voilà. C'est une belle pute. Attends, tu peux redire ça, s'il te plaît? 25 000 € la minute de feu d'artifice. Encore une fois? C'est une belle pute. Ah la vache. Ah oui, d'accord, oui. Ouais. 2200 policiers et gendarmes mobilisés. Dans le grand formulaire, on peut mettre arrêter les feux d'artifice pour réduire le déficit. 25 000 € la minute, bordel. Après, je suis pas objectif parce que moi, ça me fait vraiment chier ces trucs-là. Non, mais même si on trouve ça beau, il y a un moment, c'est quoi? Non, ouais, j'aime bien, mais c'est pas utile, quoi. On peut en fait, envoyer une voiture dans l'espace. On en parlera. Pareil. On verra ça après. Oh. Une petite Tesla, là. Ouais, c'est un peu, 2200 policiers, pour défendre le feu d'artifice. C'est une ZAD. C'est la ZAD de Paris, quoi. Carrément. Et voilà, je vous donne vite fait un petit top 3 des meilleurs endroits quand même, en toute objectivité, pour passer un bon 14 juillet et voir des beaux feux d'artifice. Votre Plumard, ça c'est vraiment l'idéal s'il y a moyen. Donc là c'est le troisième. L'enfer aussi, c'est pas mal. Parce que le paradis, il y a des feux d'artifice tous les jours, c'est l'enfer. Et et les bars, s'il y en a d'ouverts, on sait jamais, là, ça peut être pas mal. Voilà, ça c'est le top du top. Donc je suis vraiment pas objectif sur les feux d'artifice, comme je disais, moi c'est un truc qui m'a toujours fait chier. Après je vois le côté un peu fédérateur, c'est vrai qu'il y a tous les villageois qui sont ensemble, ça rigole, il y a une bonne humeur, ok, c'est cool. Mais je trouve que c'est une espèce de poésie un peu forcée, voilà, une espèce de un truc poétique factice entre guillemets, quoi. Comme c'est les clichés des choses belles dans le monde. Tu demandes à n'importe quel Français, qu'est-ce qui est beau? Le feu d'artifice, c'est vachement beau. Enfin, voilà, c'est genre une fois par an, on s'ébahit devant des couleurs dans le ciel, alors que il y a juste. Ouais, mais c'est propre des traditions. Hein. Souvent, c'est débile, quoi. Non, mais c'est juste que ça permet aux gens de se retrouver, quoi. J'aime bien. En vrai, j'aime bien les feux d'artifice, etc. Et enfin voilà, c'est familial en plus, c'est cool. Mais c'est pour en vrai, quand j'entends 25 000 € la minute, je me dis. Paris, hein, c'est pas. Ouais, mais bon. Mais Plouer dans 2 ans, c'est ça. Je crois qu'il y a Sydney qui a signé un petit 2,2 millions pour un feu d'artifice. Non, mais bon, c'est ridicule, quoi, parce que, enfin, t'as des investissements. Je comprends, tu sais, le côté attractif, ça ramène du monde, ça fait parler de ta ville, t'as le tourisme, etc. Donc du coup, c'est un investissement, etc. Je pense qu'ils réfléchissent comme ça. Mais voilà, quoi. tu vois les budgets, pas se mentir, les budgets c'est pas non plus d'année en année, tu vois, tu te trouves avec des sommes astronomiques comme ça, j'allais dire astrologiques. Un peu. La somme astrologique. Sur le même niveau de rationalité. Il y a un seul truc où les feux d'artifice, c'est pas si mal, je pense, c'est pour les petites, justement, les petites mairies ou les trucs comme ça, pour les bêtes comme ça, avoir un petit feu d'artifice, tu sais, la petite animation dans l'année. Ouais, mais c'est toujours ça sympa, fait sortir les gens se rencontrent, etc. Ça fait rire les oiseaux, chanter les abeilles. Ah non, ça fait pas rire les oiseaux. Je l'ai pas mis dans ma chronique. C'est pour ça que je dis ça, parce que je pense vraiment pas rire les oiseaux. Non, mais je pense que je me suis renseigné sur les impacts écologiques, c'est pas dingue. Je veux dire, il y a pas de gros chamboulements pendant 2-3 jours, il y a des particules fines, c'est pas cool, mais ça va. Par contre, les oiseaux, effectivement, il y a beaucoup d'oiseaux qui quittent leur nid.
Et du coup, ben, les œufs laissés à l'abandon, les chiens, ça leur fait péter des câbles aussi, mais bon, Ouais, les chiens, on s'en bat les couilles. Voilà. Les oiseaux, ouais. Les écolos, on se calme là, c'est pas vénère. Ah mais ouais, je pense que pour les petites villes c'est bien, mais en fait faut fixer des limites de budget parce que pour les grandes villes déjà ils ont pas besoin au niveau du tourisme. C'est la Tu vas surenchère. pas me faire croire quoi. que Paris soit en manque de touristes. Ouais, puis il faut voir ce qu'ils en font, parce que le dernier à Paris, je sais pas si t'as vu les avions, c'est les avions en gros qui, des j'ai vu avions pour de la chasse Coupe du Monde, alignés pour faire le drapeau français en fumée, puis c'était planté de couleurs, ça faisait blanc, rouge, C'est blanc, vrai rouge, et les Belges ils se sont bien foutus de notre gueule. Oh la barre. 3-3-3 et ça faisait 2-4. Bah j'en connais un que au chômage. Ah ouais, d'accord. Il y a 2 motards aussi qui se sont cassés la gueule devant la tribune présidentielle. Ouais, Attends, ça, j'ai Pendant vu, le défilé. c'est carambole. Ah mais faut que je me mette à battre le défilé du coup. Je crois que t'as une députée en Belgique qui a dit ah bah nous on s'est pas planté, tu sais, avec une photo de la même chose mais en Belgique quoi. Oh, le gamin. On a pris cher un peu. Ouais. Mais ouais bon, pas utile quoi. Très intéressant encore une fois. Mais franchement, en plus, c'était pas si mal Ouais. recherché. Tu veux pas faire preuve d'histoire sur des thématiques particulières quoi, parce que Non, j'ai déjà fait ça pendant 3 ans au Congo, mais Ah ouais. je me lasse très vite de ce que j'entreprends. d'accord, en fait. ça marche. Ouais. Bah, du coup, pas de chanson. Non, pas de chanson, on n'a pas eu le temps cette semaine. Ouais, désolé. On n'a pas eu le temps, mais on est en train de bosser sur les prochaines là. Ça va être drôle. On Je en pense fait que une la petite prochaine. oignon. Hein? On en fait une aux petits oignons pour la prochaine. Ouais, la prochaine va sûrement être plus légère quoi, je pense. Les 2 premières étaient un petit petit peu teasing, un petit engagées, teasing. marrant. Bah peut-être Vas-y. que ça sera sur un air de Nickelback. Ah, j'allais. Je veux participer. Je veux être là moi. Je veux être là. Mais on l'écrira à Participer. plusieurs. Nicole revient. Bon, bah, merci à tous. À la Merci. prochaine. Ciao, ciao. Merci. Salut. Ciao.